Non, moi, je prends de la simplicité. Hein. Donc, on est dans un château du XIIe siècle. Hein, et le dernier qui s'est assis dans ce trône, c'était... Comment vous dites ? François Ier. Donc, je vous demande de me parler simplement en me disant majesté. Incroyable. J'adore ce truc, il me suit. Tu le vois quand je bouge ? Ah oui, il bouge. Ah, attends. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, mais j'ai pas mis le micro. Alors, qu'est-ce que c'est un mécanisme de défense ? Qui a besoin que je l'explique ? Une, deux personnes, ouais. Nous sommes traversés par de l'énergie, une énergie psychique, et cette énergie, nous avons besoin de la gaspiller. Voilà. Sans quoi on se sentirait mal. Et nous allons utiliser des mécanismes pour pouvoir dégager cette énergie psychique. Imaginez par exemple que votre conjoint vous casse les pieds. Pourquoi on dit casse les pieds au fait ? Ça serait intéressant déjà d'aller sur cette phrase-là. Ça veut dire quelque chose. On marche dessus. On ne peut plus marcher si on nous casse les pieds. Ouais. Et Et vous en avez marre, vous avez envie de lui casser la figure. Mais c'est intéressant. Vos valeurs morales ne vous le permettent pas. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre une assiette et casser l'assiette. D'accord ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'objet partenaire à qui j'ai envie de casser la figure, l'énergie, elle va dans ce sens, mais c'est interdit. Donc je dévie mon énergie, j'utilise un mécanisme de défense qu'on va appeler la substitution d'objet, et je vais casser l'assiette au lieu de casser la figure de mon partenaire. Parce que si je lui cassais la figure, peut-être que j'aurais honte. Vous voyez ? Et ce serait une nouvelle énergie qu'il faudrait dégager. En cassant les assiettes, je ne suis pas très fier malgré tout, mais c'est moins grave. Vous voyez ? C'est ça un mécanisme de défense. Et des mécanismes de défense, on en utilise énormément pour pouvoir dégager de l'énergie psychique qu'on n'arrive pas, parce que personne ne se dit « je vais casser l'assiette pour ne pas casser la... » Ouais, c'est des réflexes, quoi. C'est automatique. Mais il suffirait juste de discuter pourtant pour régler le problème. Alors, vous proposez un mécanisme de défense qui serait la discussion. D'accord. Bien vu. Mais une autre personne ne va pas casser l'assiette. Une autre personne va se mettre en colère. Mais une autre personne va peut-être aller passer l'aspirateur. L'aspirateur, c'est un mécanisme de défense. Ou démonter. Elle va démonter le moteur de sa voiture, nettoyer toutes les pièces, remonter la voiture. Et la fuite, comme dit Jennifer. La fuite est un mécanisme de défense, oui, bien sûr. Cool. Oui, l'hypersomnie, les gens qui dorment tout le temps. L'insomnie en est un autre. La boulimie, l'anorexie. Les addictions, non ? Les addictions, bien sûr, sont des mécanismes de défense, ouais. Le sport peut être un... Oui, tout à fait, ouais, bien sûr. En fait, tout est mécanisme de défense. Siffler dans le noir, j'avais lu, parce que j'avais lu un livre sur les mécanismes de défense, il y a un psychanalyste qui disait « siffler dans le noir ». C'est-à-dire, si vous avez peur, vous avez un peu honte d'avoir peur, vous mettez à siffler dans le noir, vous voyez, ça trompe un petit peu la peur, ça donne un petit air courageux, ça permet de dégager... Voilà, c'est un mécanisme de défense. Et donc, parmi tous ces mécanismes de défense, certains, je les ai appelés, certains sont particuliers, je les intitule « mécanismes de défense pervers narcissiques ». D'accord ? Alors, quels sont les mécanismes de défense pervers narcissiques ? Ils sont particuliers. Ce sont des mécanismes de défense qui pourraient appartenir à une pathologie qu'on appellerait la psychose, la schizophrénie, si ça vous parle. La particularité des personnes qui évoluent en psychose, ce sont des personnes qui ont perdu pied de la réalité. D'accord ? Et donc, je pense que la personne qui emploie des mécanismes de défense pervers narcissiques utilise des mécanismes de défense schizophrènes. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle pas schizophrène ? Au fait, c'est ce que je dirais si j'étais dans la foule. Parce que le schizophrène vit ses mécanismes de défense à l'intérieur de lui, alors que celui qui emploie des mécanismes de défense pervers narcissiques tente d'exporter sa folie à l'intérieur d'une relation. On pourrait donc, pourquoi pas, parler de schizophrénie relationnelle. Le mot reste à inventer, pourquoi pas. C'est-à-dire, je vous donne un exemple de mécanisme de défense schizophrène, d'un symptôme schizophrénique, c'est la peur de se couper en deux. C'est-à-dire que quelque chose en moi puisse faire des choses que moi je n'aurais pas fait. D'accord ? Imaginez, puis ça vous est peut-être arrivé si vous avez fait trop la fête et bu beaucoup d'alcool et que vous ne vous rappelez pas de ce qui s'est passé la veille. On vous dit, dis donc ce qui s'est passé hier soir, quelle honte, comment as-tu pu faire ça ? Vous allez dire, hier
hier soir, j'ai rien fait de particulier. Puis une deuxième, une troisième, une quatrième personne vous le répète. Vous voyez? À ce moment-là, vous pourriez ressentir une angoisse telle que qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Serait-il possible qu'œuvre à l'intérieur de moi un autre moi, en fin de compte, que je ne connais pas? Et ça a été mis en lumière par le roman qui s'intitulait Jekyll et Hyde. Hein? C'est-à-dire que le docteur Jekyll et Mr. Hyde, c'est une seule et même personne, mais ils ne se connaissent pas. Jekyll œuvre la journée et Hyde la nuit. Jekyll est un bon médecin, quelqu'un de chouette en plus, hein. Et Hyde œuvre la nuit contre le docteur Jekyll. Donc là, peut naître une angoisse qu'on va appeler angoisse de dissociation. C'est-à-dire la peur de se couper en deux et que quelque chose en moi pourrait faire des choses que moi, a priori, je ne ferais pas. La peur que ça m'échappe. D'accord ? Dans la relation perverse narcissique, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que on va d'abord, il y a beaucoup de séduction. Hein, ça commence toujours par de la séduction. On va dire, toi et moi ne faisons qu'un. Et à l'intérieur de ce nouvel être, en fait, qui est le nous, vont se jouer ces mécanismes. Je suis le bon docteur Jekyll, tu es le vilain Mr. Hyde, en clair. Et là, l'angoisse de dissociation disparaît complètement. Parce que si quelque chose a été fait qui était mauvais, on ne va pas chercher qui c'est toi. De toute façon, ne cherche pas. Hein. À faute à qui ? C'est ta faute. Voilà, on pourrait dire. Donc voilà. Et à partir de là, vont se mettre en place plusieurs mécanismes de défense. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, vous me posez la question. Quand vous dites c'est l'autre, c'est toi, ça veut dire que ça s'adresse à la personne en face. Ouais, on va très rapidement. Le pervers narcissique va projeter sur la personne ce qui. Avec qui il a créé un couple fusionnel. Ouais, d'accord. Hein, c'est important. Donc d'abord de la séduction, on crée un couple fusionnel. Alors couple, c'est pas forcément en amour. Hein. Il faut qu'à mon avis, au départ, il y ait une relation difficile à rompre. C'est-à-dire que si je rentre dans un bar avec le patron, j'ai l'impression que c'est un pervers narcissique qui me dit à cause de toi tout va mal, je vais dire oui, bien sûr, c'est de ma faute. Je m'en vais, c'est terminé. Il n'y a pas de relation. C'est, à mon avis, il faut qu'il y ait un lien filial, un parent vis-à-vis de son enfant, un lien de subordination, un chef de service ou un employeur vis-à-vis d'un salarié, ou une relation amoureuse. Et là, ça peut se rejouer. Donc la relation perverse narcissique va se jouer à l'intérieur d'une relation difficile à rompre, qui est une relation fusionnelle, apparemment. Quels sont les mécanismes de défense qui sont mis en place ? On a donc, si vous voulez, à l'angoisse du clivage du moi, j'ai peur de me couper en deux, je disais tout à l'heure, qui crée une angoisse de dissociation, va advenir, je vais créer une coupure de l'objet. Vous me suivez ? L'objet étant l'objet couple. D'accord ? Clivage du moi est remplacé par projection avec un clivage de l'objet. C'est un mécanisme de défense, le clivage de l'objet, qui ne marche pas tout seul, hein, qui doit être accompagné d'autres mécanismes. Je regarde, de moment, je me demande si vous suivez. Donc les mécanismes de défense pervers narcissiques œuvrent dans une relation fusionnelle, et un des mécanismes de défense qui est mis en place, c'est pour répondre au clivage du moi, vous l'avez entendu tout à l'heure, l'angoisse de se couper en deux, je vais créer un clivage de l'objet, l'objet étant l'objet couple, en disant je suis le bon objet, tu es le mauvais objet. Ça peut s'entendre ça, je pense. Hein. C'est-à-dire j'exporte mon angoisse à l'intérieur du couple. Alors pas seulement, hein, ça existe aussi au niveau national. Le racisme va consister à dire tous les gens qui me ressemblent sont des gens bien. C'est le bon docteur Jekyll. Et tous ceux qui sont différents de moi sont des vilains Mr. Hyde. Le racisme. Voilà. Puis on ne peut pas se tromper, hein, les méchants, c'est pas difficile, c'est ceux qui ne me ressemblent pas. Ceux qui n'ont pas la même couleur de peau que moi. Ceux qui n'ont pas le même sexe que moi, parce que le racisme, il peut être racial, il peut être sexuel, il peut être social aussi. Hein. Les riches n'aiment pas les pauvres n'aiment pas les riches. Vous voyez ? À ce moment-là, on va dire c'est toujours de la faute d'un tiers. Et à partir de là, waouh, quel soulagement intérieur. Chaque fois qu'il va y avoir une crise, on va utiliser un objet dans lequel on va se décharger. En l'occurrence, pour ce qui nous intéresse, dans la relation perverse narcissique, donc là on parle de deux êtres, de deux personnes, on va dire qu'il y a d'un côté le pervers narcissique et de l'autre côté on va l'appeler la victime, pour l'instant. Hein ? Si vous étiez victime en rentrant à cette conférence, en sortant de cette conférence, c'est fini.
C'est pas un statut victime. C'est important de dire j'ai été victime, parce qu'il y a des gens qui ne le supportent pas. Il y a des gens qui me disent, moi je ne supporte pas qu'on me dise que je suis victime. Ben, en attendant, quand on vous marche sur les pieds, vous êtes quand même bien victime de la personne qui vous a marché sur les pieds. C'est pas une Il y a vue de des l'esprit. délits peut-être aussi. Ouais. Oui. Oui, et puis notre société, elle est chargée. Elle est chargée. Il y a tellement de mots qu'on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de dire du mal des uns, on n'a pas le droit de dire du mal des autres, on n'a pas le droit de critiquer le genre, on n'a pas le droit de critiquer. Il faut faire. C'est des codes, ça. Ah ouais, les codes, ils sont Les lourds. codes, ça. Mais passer après un certain âge, non. Passer un certain âge, je trouve que ces codes sont un petit peu rompus. Les, Par exemple, les vieux ont le droit de dire du mal des homosexuels. ouais, voilà. On se fait piquer les grands thèmes par les politiciens. Ouais. L'histoire du vaccin est une idée, est un exemple extrêmement intéressant. C'est très pervers ce qui s'est passé. C'est des pervers qui... Enfin bref. Ouais. Mais même nous, parce que le sujet à la fin, c'est moi, c'est vous. C'est-à-dire comment moi j'ai réagi vis-à-vis de ce vaccin. Est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre, vous aimeriez savoir. Mais peu importe. À un moment donné, quand j'ai vu des gens qui s'aimaient se disputer, parce que d'un côté, il y en avait un qui ne voulait pas du vaccin et que l'autre voulait du vaccin, et on se tapait dessus parce qu'on avait, j'imagine, tellement peur de se tromper. J'imagine que celui qui s'est fait faire 4 vaccins, je crois que c'est 4 le chiffre, non ? Oui. S'il rencontre quelqu'un qui lui dit les vaccins, ça ne sert à rien, non, c'est pas possible, on ne peut pas l'entendre, ça. Mais évidemment que si j'ai mis 4 vaccins, c'est parce que Lionel Macron m'a dit qu'il fallait le faire, donc forcément c'est vrai. Ouais. Et la colère, elle vient de la peur de se tromper, en fait. Et de la même façon, celui qui ne s'est pas fait vacciner, et s'il s'était trompé qu'il fallait absolument se faire vacciner. Ouais. Alors, moi, il m'est arrivé de recevoir des amis, je disais, attendez, si vous avez fait le choix de ne pas vous faire vacciner, je vous respecte. Si vous avez fait le choix de vous faire vacciner, je vous respecte. Et en plus, je vous comprends, parce que je comprends les deux. Et en plus, c'est leur choix, donc ça regarde personne. Ouais, voilà. Non, mais il y a des gens qui m'ont appelé en me disant, voilà, je me rappelle une dame me disait, mes filles qui s'entendent tellement bien se sont disputées parce que d'un côté, il y en a une qui est pour, l'autre côté, il y en a une qui est contre. C'est dommage. Et on voit bien là le clivage, effectivement, autour du vaccin, vous avez bien fait de le dire. On le retrouve en politique, la droite, la gauche, on le retrouve un petit peu partout. Et effectivement, quelquefois, on se dit qu'on est choqué par une chose, à quelqu'un qui dit « Ah, tiens, un discours d'extrême droite ». Pourquoi ? Parce que l'extrême droite a repris ce thème à son compte. Mais ça, c'est leur problème. J'ai le droit d'être choqué par quelque chose sans être d'extrême droite, quoi. Ça n'a rien à voir. Vous vous faites arrêter par un policier, vous n'êtes pas sûr que vous ayez bien négocié votre rond-point, et vous vous dites, mais quel con ce mec, il ne peut pas me laisser tranquille, dans la tête. Mais en face, vous allez dire, bonjour monsieur le policier, je suis tellement heureux que vous m'arrêtiez, quoi. Là, on voit bien le clivage quand même, hein. On n'est pas dans la schizophrénie, on est juste dans la filouterie, qui se comprend, et que nous mettons tous plus ou moins en place. Clivage du moi. Et si le clivage du moi est trop important, il génère une angoisse de dissociation. À ce moment-là, on crée un objet, et on coupe l'objet en deux, et à partir de là, on échappe à cette angoisse de dissociation. Par exemple, le racisme, par exemple, les problématiques liées au vaccin, par exemple, la politique, par exemple, tellement de choses. Clivage, et donc on a utilisé un mécanisme qui est la projection. C'est-à-dire qu'on va attribuer à l'autre, j'ai peur, je dis que tu es Jekyll, Hyde, pardon, le méchant, parce que j'ai peur de l'être. On peut donc parler d'une identification, ce que j'ai peur de trouver en moi, projective, je te l'attribue à toi. Vous êtes assis à la terrasse d'un café. Passe une belle jeune fille ou un beau jeune homme. Et à ce moment-là, votre compagnon ou votre compagne vous dit « Tu sais, je n'ai absolument aucune confiance en toi. Tu serais capable de me tromper. » Vous vous dites « Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ?» Donc vous vous remettez en question. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'il pense ça de moi ? En réalité, rien du tout. En réalité, elle a été troublée par la personne qui vient de passer. Son trouble ne rentre pas dans les images qu'il aimerait projeter, qu'il aimerait... vous voyez, ça ne fait pas partie de ses valeurs. Donc, il vous les attribue. En fait, on sera jaloux, et ça répond un peu à ta question que tu m'as posée avant qu'on démarre sur la paranoïa. C'est l'attribution à quelqu'un de quelque chose qu'on ferait bien de trouver en soi. D'accord ? Comme j'ai été troublé par une personne, je me dis, toi, tu pourrais être troublé aussi, donc je te fais une scène de jalousie. Et je te fais une scène de jalousie à la hauteur du trouble que j'ai ressenti en voyant passer l'autre. Identification projective. Une personne qui utilise un mécanisme pervers narcissique peut devenir schizophrène du coup. Oui.
Oui. Paul-Claude Rakami, celui qui a inventé le terme pervers narcissique, parlait des schizophrènes. Il a surtout écrit un très bon livre, un peu difficile d'accès, hein, intitulé Les schizophrènes. Il dit le schizophrène a horreur du conflit interne qu'il s'empresse de projeter dans un autre. Je vous raconte une petite histoire, je la raconte plein de fois. Si vous avez vu des vidéos, vous la connaissez par cœur. Vous savez laquelle je veux dire? Racontez-la. Beaucoup de vidéos. Une dame monte dans la voiture de son mari, lui il prend le volant, il fait une marche arrière, il emboutit la voiture de sa femme, immédiatement il se retourne vers elle, il dit mais enfin tu te gares jamais à cet endroit. Vous voyez? Donc c'est de sa faute. C'est-à-dire qu'à l'instant même où il sentirait un conflit, une honte, une gêne ou quoi que ce soit, paf, c'est de ta faute. À partir de là, il est tranquille. À partir de là, il ne se remettra pas en question. Vous voyez, c'est ça l'identification projective. J'ai peur d'être une mauvaise personne qui emboutit les voitures, alors qu'il aurait pu dire, bah, écoute, je suis désolé, on va faire marcher l'assurance, et en plus je t'offrirai un bouquet de fleurs. Il peut pas. Donc on voit bien le mécanisme de clivage de l'objet couple et de l'identification projective du monsieur vers son épouse, qui lui permet un abaissement des tensions internes phénoménal. La dame, par contre, après, elle se récupère le conflit. Hein. C'est pour ça que quand vous dites le mieux pour quand on a une dispute avec son conjoint, c'est de parler, pas forcément. Pas forcément. Il y a des gens, plus vous parlez avec eux, plus vous êtes à terre. Hein? Surtout des gens comme ça. Hein. Ouais, bah ouais. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu notre société? De plus en plus. J'étais dans un restaurant, on me donne une table, j'attends, puis au bout d'un moment, je me dis, tiens, je me demande si le serveur ne m'a pas oublié. Peut-être qu'il ne m'a pas oublié, peut-être qu'il m'a oublié, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? À un moment, il passe, je dis, monsieur, vous vous rappelez de moi? Et là, il se retourne énervé, mais je connais mon métier, oui. Waouh! Je l'avais remis en question, et c'était insupportable pour lui. Voilà. Et c'est très, très narcissique, ça. Hein. Alors qu'il aurait pu dire, oui, bien sûr que je pense à vous, ne vous faites pas de soucis, je veux venir. Une petite phrase gentille, 3 fois rien. En plus, je ne l'appelais pas avec agressivité. Hein? Clivage, identification projective. Les 2 mécanismes de base de la perversion narcissique. Mais il va nous en falloir un autre. Et celui que justement qui ne tient pas bien chez le schizophrène, c'est le déni. Le déni, c'est la capacité à remettre en cause la réalité. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'est une hallucination. Si je vous dis, tiens, une personne qui est assise là, vous allez dire, oups, monsieur, il a un problème, ou alors c'est un voyant. Mais si je vous disais, je suis tout seul dans la pièce, et je suis en train de parler tout seul, vous diriez, mais il ne nous voit pas donc. Vous voyez, le déni serait presque une hallucination inversée. C'est-à-dire que le monsieur, qui dit « tu ne te gares jamais là », il est dans le déni complet de sa responsabilité. Il est dans le déni de... En fait, ouais, c'est de sa faute à elle. C'est presque elle qui lui a fait un accident, si on l'écoute. Ouais, voilà. Et le déni, et c'est ça le point central, et j'y reviendrai encore, c'est le déni qui fait que je crois qu'on peut dire de quelqu'un qu'il est pervers narcissique. C'est sa capacité au déni. Parce qu'il existe d'autres personnalités, prenez le borderline par exemple, c'est une personnalité qui vit aux frontières de la schizophrénie, qui, confrontée justement à trop de conflits internes, peut devenir abominable, va mal vous parler, vous insulter, mettre en place des mécanismes de défense pervers narcissiques très puissants. Le borderline emploie des mécanismes de défense pervers narcissiques, mais quand il est sorti de sa crise, il réalise ce qui s'est passé. Il vient vous voir, peut-être en pleurs, en vous présentant des excuses. Ce que je t'ai dit, ce que je t'ai fait hier, c'est inadmissible. Je suis vraiment une mauvaise personne. Puis en plus, quand vous êtes, si vous êtes proche, en plus, il va se dévaloriser très fort, et vous allez le prendre en pitié, en disant « Non, mais c'est pas si grave. » On commence. Hein? Il va recommencer. Il recommencera à chaque crise. Et il s'excusera après chaque crise. Ce sont des gens extrêmement touchants, c'est des enfants, hein. C'est des petits-enfants. Et si vous avez quelque chose à l'intérieur de vous d'un peu maternant ou paternant, si vous avez en vous un petit peu un fantasme du sauveur, eh bien, vous allez le reconnaître comme étant un enfant. Et donc, pour vous en sortir, il faut l'abandonner. C'est-à-dire que vous devez abandonner un enfant de 2 ans en pleine forêt, quoi. C'est l'histoire du petit pousset. Et ils arrivent à choisir leur proie, quand même. Ils arrivent à choisir leur proie, quand même. Oui, ils les choisissent pour différentes choses.
Ils les choisissent d'abord parce qu'ils les admirent. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être revalorisés narcissiquement. Et il y a ce que Freud appelait le narcissisme emprunté aux objets. C'est-à-dire que si vous avez une belle... Si j'étais arrivé ce soir avec ma Ferrari rouge, c'est dommage, je l'avais laissée à la maison, peut-être que je serais sorti, vous savez, tellement fier, assis dans le fauteuil de François Ier, merci. J'allais dire Louis XVI, mais c'est pas une bonne idée. Ouais, je me sens fier. Donc j'ai un narcissisme qui est rehaussé. Peut-être que si je rencontrais une belle fiancée, je serais fier d'être avec une belle fiancée. Et peut-être que ma belle fiancée serait fière d'être avec moi. Auquel cas, on parlera de narcissisme emprunté aux objets. C'est-à-dire, je me renarcissise au contact de ma fiancée, et ma fiancée se renarcissise à mon contact. Sympa. C'est pas gênant, hein. Je veux dire, on a le droit d'avoir une Ferrari rouge. Pourquoi pas, hein. On dit que les gens qui ont un petit ego ou un gros ego ont une grosse voiture, ça prouverait presque le contraire. Mais c'est leur problème, tant qu'ils font de mal à personne. Dans la perversion narcissique, la personne a besoin de se renarcissiser de vous, mais il a une tellement basse image de lui-même que ça le met en danger. Donc, il va vous dévaloriser sans cesse. Et il va vous dévaloriser à la hauteur de ce qu'il vous admire et à la hauteur de ce qu'il a une image de lui qui est très basse. Et imaginez, vous recevez votre enfant, et votre enfant a fait un gribouillis sur un bout de papier. Vous dites, waouh, mais qu'est-ce que c'est beau ça! J'ai jamais vu quelque chose aussi beau. Vous l'avez fait. Et puis vous allez l'afficher. Ça dépend à quel âge. L'enfant, c'est petit, certes, c'est en confiance. Vous allez l'afficher sur le réfrigérateur, qui est quand même la place où tout le monde passe. Avec des aimants. Et des beaux aimants. Donc l'enfant, à ce moment-là, il est tout puissant dans votre discours. Mais quand il va arriver à l'école, s'il dit à ses copains, moi je suis tout puissant parce que j'ai fait un beau dessin sur le frigo, il va prendre un coup de pied, on va lui cracher dessus et lui tirer les cheveux. Il y a donc deux choses. Il y a le discours du parent et une certaine réalité de l'école. Et regardez comment il y a une grande différence entre les deux. Si l'enfant n'arrive pas à comprendre que, ben oui, son dessin, c'est un gribouillis, quoi, en fait, mais c'est bien déjà qu'il fasse des gribouillis, c'est sympa. C'est un futur artiste, mais c'est pas encore un artiste. Il va pouvoir, si vous voulez, se désidéaliser lui-même. Mais s'il reste, si l'écart est trop grand, et surtout s'il est mis en danger, imaginez que, en plus du discours survalorisant de la mère, par exemple, le père en soit jaloux. Ça existe. Des pères jaloux de leur enfant. Ben, l'enfant, il va s'accrocher plutôt au discours de la maman, plutôt que et s'éloigner du discours du père. Devenu adulte, si vous voulez faire perdurer ce sentiment de toute puissance, comment est-ce que vous pouvez faire? Ben, embrouiller l'autre dans un discours. Mais c'est pas forcément malsain, vous pourriez devenir écrivain, je veux dire, vous pourriez écrire des romans magnifiques, auquel cas il n'y a pas du tout de perversion là-dedans. Hein. Au contraire, la création est à mon avis un beau remède contre la perversion. Donc voilà une des choses qui peut faire que l'enfant a eu du mal de passer du giron maternel dans lequel il est tout puissant, du discours dans lequel il est tout puissant, à une autre réalité dans laquelle il est complètement impuissant. L'écart est trop important. Donc la prochaine fois que vous faites un bébé, quand il vous ramène un dessin, vous prenez le dessin et vous lui dites « Oh, c'est intéressant !» Qu'est-ce que tu as voulu représenter? Et là, en plus, vous commencez une discussion, il va vous dire, ben, c'est un oiseau. Ah, ouais. Vous voyez? Donc, on l'interroge, on discute avec lui, on s'intéresse à ce qu'il fait. On ne lui dit pas que c'est la Joconde. Pas tout de suite. Un narcissique qui peut s'en prendre autant à sa femme qu'à ses enfants. Alors, logiquement, tel que je l'ai présenté dans mon livre, pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a besoin de briller. Ouais. D'accord? Donc, ça ne peut pas être un despote. C'est plutôt quelqu'un de séducteur. Il va avoir besoin d'une victime. Et ça peut être sa femme. Ça peut être un de ses enfants. Ça peut être son mari. Ça peut être sa secrétaire, son secrétaire. Vous voyez? Ça peut être... ouais, il a besoin d'une victime. Il n'a pas besoin de 36. Hein. Mais même s'il s'en prend à une personne, il peut quand même, de temps en temps... S'il est mis en danger? Oui. S'il est mis en danger, oui. Si vous lui faites peur, oui. Comme si, par exemple, une mère qui est stoïque et qui répond de rien, ça le fait péter un plomb, donc il faut qu'il s'en prenne aux autres. Il s'en prendra à un enfant. Ouais. Ouais, le plus terrible, c'est quand on s'en prend à un enfant. Quand il y a plusieurs enfants, Ouais.
Tous les enfants sont valorisés sauf un. Ah, c'est ça. Il est le souffre-douleur. Ah, je pensais qu'il pouvait s'en prendre à plusieurs. Il peut aussi. Et en laisser un. Moi, je fais un peu ça. Un qui sera survalorisé. Oui. Ouais. Oui, 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 pourquoi Avoir pas. un préféré, le reste. C'est ça, mais on retrouve bien dans ce que vous dites le clivage. Hein. Mm. Je regarde mes enfants, il y a mon préféré et les autres qui sont mauvais. Jekyll et Hyde. Ouais. Et dès qu'il y a un problème, c'est de la faute de celui-là. Et dès qu'on réussit quelque chose, c'est grâce à celui-ci, qui est mon prolongement. Mais l'enfant symptôme, c'est terrible. Et puis en plus, quand il y a un enfant symptôme, les autres enfants, comme ils grandissent, là-dedans, qui n'ont pas d'autres valeurs que celles qui leur sont inculquées, peuvent se joindre aux parents pour dévaloriser le... Mais rappelez-vous, dans la classe, quand on était à l'école, il n'y avait pas comment on l'appelait, souffre-douleur? La tête de Turc, c'est ça. Mécanisme de défense pervers narcissique. C'est vrai. Et dans les poulaillers, il y a bien souvent une poule qui se fait tuer par les autres, parce qu'elle est plus petite, parce qu'elle boite, parce que si, paf. Allez. Et tout le monde s'en prend toujours au même. Et c'est tellement rassurant, c'est pas moi. Et s'il pouvait avoir une couleur de peau différente de la mienne, c'est encore mieux, quoi. Une religion différente de la mienne. Mais c'est vrai Il faut arriver à recréer un sentiment de toute puissance. Comment on peut pour faire? Regarde, moi j'y suis arrivé ce soir. Vous m'écoutez. Mais quand ça va s'arrêter, c'est fini. Donc je serai plus tout puissant. C'est pour ça que j'ai intérêt que ça dure très très longtemps. Jusqu'à 2h du matin. Clivage, identification projective, c'est compris. Déni, c'est compris. Et autour de ça vont se greffer plein de mécanismes de défense. D'isolation. Parce qu'un tiers qui viendrait se mettre à l'intérieur du couple fusionnel pourrait faire exploser le couple. On pourrait penser que le petit enfant il a envie d'être en fusion avec sa maman. Hein? Un jour, le père arrive et dit, écoute, ça suffit maintenant, tu vas dans ta chambre et maman, elle vient avec moi. Il y a donc bien une fonction paternelle, si vous voulez, qui casse la dyade, la fusion entre la mère et le petit, et c'est nécessaire, parce que c'est comme ça qu'il va se tourner vers la société pour essayer, lui, à son tour, de recréer quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. Donc il y a une angoisse à l'idée que quelqu'un pourrait venir se mettre à l'intérieur du couple et montrer à l'autre à quel point on est mauvais, à quel point la relation est mauvaise, etc. Donc il va y avoir un phénomène d'isolement ou d'isolation. C'est-à-dire qu'on va vous dire, tes parents ne valent rien, moi je veux plus les voir, tes amis mais ils sont ringards, ça suffit, je veux plus. Et petit à petit, comme ça, la victime s'isole. Parce qu'effectivement, le mot coupable, il revient tout le temps dans le discours quand on parle des pervers narcissiques. Mais peut-être que personne n'est coupable. Moi, ce que je veux arriver à démontrer, c'est non pas que la victime est coupable, surtout pas, mais qu'elle est responsable. Et si elle ne l'est pas, ça serait bien qu'elle le devienne. Oui, il y a un phénomène d'emprise qui se met en place et qui ressemble parfois à la mise en place d'une séance d'hypnose. Quand on veut hypnotiser quelqu'un, on va essayer de le dissocier, justement. Tout à l'heure, je parlais de dissociation. On va essayer un petit peu de l'embrouiller, de façon à ce qu'à un moment donné, le cerveau démissionne. Mais c'est super intéressant, l'hypnose. Hein. Moi, j'adore. C'est fascinant. C'est-à-dire, par exemple, on va vous dire, concentrez-vous sur votre jambe, pensez à votre main, écoutez le son. Donc déjà, vous commencez à vous disperser un peu. Oui. Et puis, à l'intérieur de vous, c'est comme ça. Mais vous remarquerez qu'à l'intérieur, c'est différent. Et vous voyez, donc, l'esprit, il commence à s'étioler un peu. Et à un moment donné, on peut tenir un discours qui ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on va parler pendant le moment sans que à l'intérieur des phrases, il n'y a rien du tout d'intérieur. Et au bout d'un moment, la personne, elle finit par à moitié s'endormir. Et le but, c'est sanogène, c'est-à-dire de donner des injonctions saines. C'est à partir de maintenant, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir plus heureux, vous n'avez plus envie de fumer, ou j'en sais rien. Mais effectivement, ça peut être une technique pour assujettir l'autre. Je suis d'accord avec vous. Il y a quelque chose de l'hypnose. Ce qui est intéressant, c'est que là, nous avons parlé des mécanismes de défense pervers narcissiques. Je vous en ai donné que 4, mais il y en a tellement. On pourrait parler des mécanismes de défense de la victime. C'est très intéressant aussi. Parce que j'entends dans votre discours que vous dites, dès le début, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais est-ce que vous en avez tenu compte? Oui. Et vous êtes resté. Oui, mais... Parce que souvent, mais peut-être d'autres l'auront vécu, à un moment donné, on a rencontré quelqu'un, on a bien senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais on n'en a pas tenu compte.
Donc, le travail à faire, c'est pas tellement de reconnaître les mécanismes de défense pervers narcissique. La question beaucoup plus intéressante, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que je me fais pas confiance? C'est ça. Pourquoi est-ce que quand je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas, je n'en tiens pas compte? Parce qu'on est tous différents aussi, on peut se dire, lui il fonctionne comme ça, Il n'y avait pas là la parce qu'il a question. une autre éducation, il a une autre vision des choses. C'est qu'elle On respecte accepte la les... différence. Oui, Elle n'est pas là la question. Le sujet, c'est pas lui. Le sujet, c'est vous. Vous aimez ce qu'il fait ou vous n'aimez pas ce qu'il fait? Oui, C'est mais qu'il y a des finalement, personnes c'est qui ont pas- rencontré quelqu'un et qui, dès le début, sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un thème qui est très intéressant qu'on peut aborder aussi, c'est la notion de pulsion de vie et de pulsion de mort. C'est assez difficile à comprendre, je trouve. Pour moi, c'est difficile. Qu'est-ce que c'est? Alors, une pulsion de vie, c'est un acte de création, c'est tout ce que nous faisons qui nous conduit dans la vie. Mais aller dans la vie, c'est aller vers la mort, hein, si j'ai bien compris comment ça marche. Qu'est-ce que c'est que la pulsion de mort à ce moment-là? Difficile, hein? Et à un moment donné, je suis arrivé à cette conclusion que la pulsion de mort, c'est pas aller vers la mort, évidemment, c'est aller contre la vie. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que ça, vous l'avez peut-être remarqué avec vos pervers narcissiques, si vous en avez eu, c'est que chaque occasion de plaisir, chaque occasion de joie est abîmée. C'est-à-dire, vous organisez un pique-nique, vous dites, tiens, ce week-end, on va aller pique-niquer au bord de la mer, et l'autre ne va pas arrêter de vous critiquer, ouais, mais t'as vu, il y a du vent, c'est nul, puisque t'as préparé, c'est pas bon. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il va vous casser. Est-ce que ça existe une victime? On va se dire, à cette question, existe-t-il une victime? On va se dire, oui, l'enfant. Bien. L'enfant vit dans un milieu, par exemple, violent, même si c'est verbalement, hein, même si c'est... Quand il va devenir un jeune adulte qui va quitter le foyer, involontairement, inconsciemment, il va se diriger vers quelque chose qu'il connaît déjà. Donc, il va se diriger vers un couple peut-être chaotique. Éventuellement, il va participer au chaos. Avant, il était victime absolument. Maintenant, il est victime de son inconscient. Vous voyez? C'est pour ça le mot coupable, je ne suis pas sûr, mais responsable, j'aime bien. Et à ce moment-là, on va dire il n'est pas encore vraiment responsable parce qu'il n'a pas compris. C'est pour ça que je disais, si vous êtes rentré ici, vous n'étiez pas responsable, quand vous allez repartir, vous l'êtes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience. Donc on n'est plus victime de son inconscient puisqu'on est passé dans le conscient. Et quand on a compris, réalisé, maintenant, je suis responsable, je suis seul et unique responsable de savoir ce que je veux et de savoir ce que je ne veux pas. Savoir ce que j'accepte et de savoir ce que j'accepte pas. Ouais. Et à partir de là, effectivement, le mot responsable est celui qui s'emploie. Et moi, quand je reçois quelqu'un au cabinet à Montpellier, mon but, c'est pas de démontrer vous êtes avec un pervers narcissique, parce que moi, pervers narcissique, ça fait 12 ans que j'en parle, je commence à en avoir ras la casquette, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne qui vient de me voir et qu'elle devienne responsable de sa vie. Et qu'elle se tourne, si ça lui convient, vers la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, se tourner vers la vie? Je vais pas vous répondre parce que chacun, vous avez votre réponse. Ouais, c'est intéressant. Si tu prends un monsieur qui voulait absolument qu'on se rappelle de son nom, de lui, et il a créé une tour qu'il a mis au milieu de Paris, tout en fer, le truc est juste abominable, c'est pas grave. Je ne le dis à personne, mais c'est vilain. Mais tout le monde se rappelle depuis, j'ai peur de dire une bêtise, 100 ans, hein, 124 ans, du nom de monsieur Eiffel. Et parallèlement, il y en a un autre qui avait envie qu'on se rappelle de son nom, et il a envoyé 3 avions, ou 2 avions percutés 3 tours à Manhattan. Et tout le monde se rappellera de son nom. Donc il y a bien d'un côté quelque chose de l'ordre de la création, de l'autre côté quelque chose de l'ordre de la destruction. Mais on s'en rappelle. Malheureusement, ouais. Donc la réponse au pervers narcissique, c'est se tourner vers la vie, à mon avis. Et se tourner vers la vie, je ne vous dis pas ce que c'est, parce que c'est vous, logiquement, qui devez être capable de le sentir, de le savoir. Qu'est-ce qui vous fait envie? Quand, je l'ai dit tout à l'heure, quand on rencontre quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, il va procéder très rapidement à une isolation, et donc il risque de s'éloigner de vous. Je ne sais pas si c'est un ami ou de la famille à qui vous pensez. D'accord. Et à ce moment-là, on ne peut rien faire en fait. On peut faire une chose, je pense, c'est envoyer un petit mot à la personne, une carte postale, en lui disant « J'ai remarqué que tu avais besoin de prendre de la distance vis-à-vis de moi. Je vais respecter ton choix, mais sache qu'à tout moment, tu pourras revenir vers moi. » C'est sympa ça. Ça veut dire qu'il existe une présence bienveillante quelque part,
qui fait que moi, quand je voudrais... Parce que la personne, le jour où elle veut sortir de son couple pervers, elle n'ose plus retourner vers ses proches parce qu'elle se dit, ouais, ça fait juste 2 ans que j'aurais pas donné de nouvelles, et au moment où ça va mal, je me tourne vers eux, qu'est-ce qu'ils vont penser? Vous l'avez autorisé à ça. Vous êtes une présence bienveillante. Parce qu'effectivement, on pourrait être tenté, beaucoup me le disent, je ne sais pas si certains parmi vous l'ont essayé, ça serait bien qu'ils témoignent, je vais aller lui dire que son conjoint ou sa conjointe est perverse. Ben, ça ne marche pas. Et non seulement ça ne marche pas, mais c'est même contre-productif. C'est-à-dire que c'est comme quand on tire à la corde, vous savez. Si je tire d'un côté sur la corde, ben forcément vous allez tirer dans l'autre sens. Et si je viens vous voir en vous disant ton conjoint est quelqu'un de malsain, vous allez prendre sa défense. Et ça va vous rapprocher. Et vous allez donc rentrer dans le déni, dont on parlait tout à l'heure. Un des mécanismes de défense de la victime, c'est le déni. Alors le déni, tout de suite, le déni n'opère pas de la même façon. Le pervers narcissique va vous faire du mal, hein. À cause de toi, tu ne te gardes jamais là, c'est pour ça qu'on a eu un accident. Hein, donc déni de sa propre responsabilité. Mais la victime va être dans le déni de la responsabilité de l'autre, un petit peu comme vous disiez tout à l'heure. Le pauvre, il a souffert quand il était jeune. Donc c'est normal qu'il se mette en colère. Ou personne n'est parfait, ou je ne sais pas, jusqu'à... Vous voyez ? Donc la victime défend son pervers. Le monsieur qui a inventé le terme de pervers narcissique s'appelait Paul-Claude Racamier, et lui, je crois que ça lui est venu à l'esprit, si j'ai bien compris, en observant les services dans les hôpitaux où il travaillait. Et il disait, le service est pervers, en fait. Et un tel prend telle place, un tel prend telle place, et un tel... Et il décrivait un petit peu le service comme étant pervers, plus qu'un qui était appelé pervers narcissique. Et ce qui est intéressant, après, c'est de basculer sur les mécanismes de défense de la victime, et on s'aperçoit que ce sont les mêmes. C'est-à-dire que Freud avait une image, il disait « pervers et névrosés sont comme le positif et le négatif d'une même photo. Ils montrent la même chose et pourtant sont inverses. » Et je vous ai donné l'exemple donc, du déni de la responsabilité. Alors, le pervers, c'est le déni de sa propre responsabilité, et la victime, ça va être le déni de la responsabilité de son pervers, entre guillemets. Le clivage, il œuvre bien dans les deux cas, ce qui s'explique mieux chez la victime que chez le pervers. Parce qu'imaginez que vous rencontriez quelqu'un qui vous dit « je t'aime le matin », puis qui vous dit « je te hais l'après-midi », au bout d'un moment, vous allez finir par vous couper en deux. Moi, je le hais, pourtant je l'aime. C'est logique, c'est logique. Quand on est pris dans ce genre de choses, on finit par se cliver complètement. Et plus on avait tendance au clivage à l'origine, plus facilement on sera victime. Donc, je disais déni, clivage, à l'identification projective, vous allez avoir l'identification introjective. Et là, je vous invite à y réfléchir. Si je vous dis que vous êtes quelqu'un de bien, je suis sûr que ça va vous faire plaisir. Eh bien, c'est dommage. Et si je vous dis que vous êtes quelqu'un de mauvais, je suis sûr que ça va vous faire de la peine. C'est tout aussi dommage. Comment moi, par ma parole, je peux vous faire ou vous défaire selon mon gré? Je suis qui, moi, pour ça? Personne n'a apporté de jugement, a priori, sur vous. D'accord ? Sauf si vous l'avez demandé. Vous avez les compagnons du Tour de France, je ne sais pas si vous connaissez, sont des artisans, ils apprennent un travail, par exemple le métier du bois, et puis ils vont présenter leur travail à des maîtres tout autour de la France pour être critiqués. Et là, ils arrivent en disant « s'il vous plaît, critiquez-moi ». Mais à partir de cette critique, ils vont apprendre de nouvelles techniques et ils vont progresser dans leur métier. Mais c'est eux qui sont dans la demande. Hein. Mais a priori, personne n'a à vous critiquer. Hein ? Et alors, au travail... il y a un contrat de travail normalement, et donc ça reste quand même très limité, hein, les critiques qu'on peut vous faire. Hein? Alors que ceux qui vous critiquent, en fait, sont dans la prise de pouvoir. C'est un jeu style parent-enfant. Si je vous dis tu es nul, vous allez dire mais non, regarde, j'ai fait quelque chose de bien, la preuve que... vous justifiez jamais. Donc il y a l'identification projective chez le pervers narcissique, l'identification introjective. C'est-à-dire je prends sur moi ce que l'autre me dit. Pour pouvoir, vous me demandiez pour qu'il change, il faudrait qu'il sorte du déni. Donc il accepte de reconnaître les choses comme étant, mais il va exploser en vol. Il se remet en question. C'est ça. C'est courageux, c'est difficile de se remettre en question. C'est courageux. Et lui, il n'y arrive pas. Hein. Il ne peut pas. Comme le disait Racamier, le schizophrène a horreur du conflit qu'il s'expresse d'expulser dans un autre. En fait, qu'est-ce qui se joue dans la relation pervers narcissique? C'est une grosse dépression de son côté. Une grosse dépression dans laquelle il ne peut pas rentrer. Moi, j'aime bien l'image du héros, ça va peut-être te parler.
le héros, il part de chez lui. Je ne sais pas si vous avez lu Le Seigneur des Anneaux ou quelque chose comme ça. Bon, déjà, il ne veut pas partir. Il est bien chez lui, tranquille, à fumer sa pipe. Il faut qu'il s'en aille. Et à un moment donné, il arrive dans le royaume des elfes. Alors, c'est magnifique, des châteaux qui sont faits en diamant, j'en sais rien. Enfin, c'est super beau. Et puis, il doit partir de cette plaine verdoyante pour rentrer dans une forêt où il y a des araignées qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de le bouffer. C'est ça peut-être la dépression. Eh bien, le héros doit traverser la forêt. S'il fait marche arrière, il va être obligé d'y retourner. On pourrait dire que mon pervers narcissique, entre guillemets, il est à l'entrée de la forêt, il ne peut pas y rentrer. Nous rentrons dans la forêt, nous nous effondrons, on se fait piquer par les araignées, et puis un jour on en sort, et waouh. C'est je ne sais pas si vous avez entendu parler du processus de deuil, souvent ça commence par du déni, on vous annonce la perte d'un être cher, vous dites non, c'est pas possible. Mais au moment où vous dites non, c'est pas possible, je ne peux pas y croire, vous ne souffrez pas. Et puis à un moment donné, la nouvelle, elle vous arrive, alors là vous vous mettez en colère, il est un peu là le pervers narcissique, tiens. Il est dans une espèce de colère, à cause des médecins, c'est parce que... À un moment donné, ça suffit pas, quoi, donc on rentre en dépression. On rentre en souffrance, en tristesse, on vit son deuil, et puis un jour, on dit au revoir à la personne qu'on aimait, et on reprend le cours de sa vie. On rentre en résilience. Non. Le pervers narcissique structurellement accompli, il surnage, il s'en sort. Et si sa victime part ? Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, parce que c'est très intéressant ce que tu viens de dire. C'est le seul cas où à ce moment-là, il pourrait être amené à se remettre en question, c'est-à-dire... Tant qu'il a une victime, il se sent bien, puisque sa victime va porter sa dépression. Si la victime disparaît, vous avez parlé de ghosting tout à l'heure, c'est le pire que vous puissiez lui faire, vous ghostez, vous disparaissez complètement, waouh, il se retrouve avec sa dépression. Alors il n'y a pas 36 possibilités. Soit il se suicide, possible. Il trouve une autre victime. Soit il trouve une autre victime, voire même il l'a déjà trouvé avant même que vous partiez, c'est souvent le cas. Soit il se remet en question. C'est le seul cas où il pourrait être amené à se remettre en question. Dire, c'est plus possible, quoi, je souffre trop. Alors il va aller voir effectivement un thérapeute. Mais c'est pas gagné, hein. Il y a du chemin pour le ramener de l'âge de 2 ans à l'âge de... Mais tu vas travailler sur le déni déjà, comme tu as dit au début. Ouais, mais comment est-ce qu'on travaille sur le déni ? Regarder les choses en face, tu vas dire à la personne. Non, moi je travaille pas comme ça, je travaille pas sur les mécanismes de défense. J'ai plutôt chercher à discuter avec lui qu'est-ce qui s'est produit dans sa vie. Et puis, idéalement, si tu veux, au cours d'une analyse, tu te désidéalises toi-même. Et pour pouvoir te désidéaliser, il a fallu que tu désidéalises tes parents. Et ne va pas penser que parce que que pour quelqu'un qui aurait eu des parents difficiles, va les désidéaliser plus facilement. Ben non, c'est le contraire. Ouais, plus tes parents étaient tordus, plus tu t'es créé une sorte de fantasme d'un bon parent. Ah, s'il avait été autrement, ça aurait été différent. Tu vois, c'est ça, c'est celui-là que tu viens d'inventer. C'est beaucoup plus difficile de désidéaliser des mauvais parents que de désidéaliser des parents qui ont été suffisamment bons. Parce que si tu as eu des parents qui t'ont aimé, qui ont été suffisamment bons, tu auras fait une petite crise à l'adolescence, puis au moment où tu es en âge de partir, 18, 20 ans, je sais pas, tu leur dis, ciao, quoi, t'es un peu triste, mais en même temps tu fais ta vie. Parce que tu as suffisamment de confiance en toi. Mais si ton parent t'a tout le temps dévalorisé, peut-être que tu as ce fantasme de dire un jour, mon parent se rendra compte que je suis pas si mauvais, tu vois, comme un âne qui court après sa carotte. Donc il faut désidéaliser son parent, parce que si mon parent est un être idéal, alors si moi je suis pas un être idéal, je vais être forcément abandonné. Donc il faut que je colle à l'image de l'être idéal. Mais si je désidéalise mes parents, regarde tes gosses, le jour où tu fais une bêtise, tu t'es trompé, ils sont contents. Isn't it? Ils sont... Je suis parfaite, il faut que je me désidéalise, comme vous dites. Ouais, mais si ton parent il se trompe, tu lui dis oui, je me suis trompé, c'est des choses qui arrivent. Ah bon? Non, c'est pas si grave. Ah bon? Regarde les tensions qui tombent. Tensions qui tombent d'un coup. Alors, le noyau de la perversion narcissique et bien souvent de la victime, et pratiquement de toute notre société, c'est l'angoisse d'abandon. On a tellement peur d'être abandonné. Le noyau du pervers, vous dites ? Ouais. Oui. Oh oui. Et justement, quand on les quitte, alors, ça se peut que jamais ils vous lâchent ? Ah, ça se pourrait, oui. Oui, parfaitement.
Mais c'est bien parce que là, on vient de couvrir plein de cas de figure. Hein. Vous dites donc votre père, mais il a décompensé en schizophrénie. Donc quand je disais que les mécanismes de défense pervers narcissique, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais bon, j'aurais pu, c'est une porte d'entrée-sortie de la schizophrénie. Enfin, je l'avais un peu présenté comme ça au début. Vous venez le confirmer. Vous dites peut-être qu'il a prévu quelqu'un, c'est très souvent ce qui se passe. Auquel cas, c'est lui qui vous ghost, mais tout simplement parce qu'il a un coup d'avance, si j'ose dire. Et certains pourraient effectivement s'accrocher à vous. Mais à ce moment-là, vous allez à la police et vous portez plainte. Hein. Mais en tout cas, une saloperie, et vous l'avez nommé, une saloperie, et je pèse mes mots, c'est les réseaux sociaux. Alors là, on blacklist. Et presque, même si c'est pas un pervers narcissique, j'ai envie de dire, quand on se sépare de quelqu'un, on n'a pas à aller regarder sur sa page Facebook avec qui il est allé manger hier soir ou qu'est-ce qu'il y avait dans son assiette. Quoi. Mais vous êtes allé rejouer, à mon avis, dans cette histoire, parce qu'il y a les phénomènes de répétition. Ce que vous auriez pensé que votre mère aurait pu jouer, elle, plus tôt. C'est-à-dire, il faut que je rencontre quelqu'un comme papa pour pouvoir le quitter comme je pense que maman aurait dû le quitter. Mais c'est toutes les relations qui comme ça. Bah, c'est pour Ouais, ça c'est bien que ça s'arrête un jour. Oui. C'est fatigant. Mais ça repose la question tout à l'heure de la responsabilité, où on disait l'enfant n'est pas responsable de ce qu'il vit, mais le jeune adulte qui revit à l'identique une même scène, il est victime, c'était le mot victime, il est victime de son inconscient. Donc le boulot que nous faisons ici, c'est pas de découvrir comment ça marche un pervers. Je veux dire, à la fin, encore une fois, le pervers, on s'en fiche. Hein. Et c'est pas le vrai sujet ce soir, je vous ai menti. Hein. Le vrai sujet, c'est vous. C'est vous. Comment vous fonctionnez. Et comment est-ce que vous allez pouvoir devenir, donc, responsable. Et je vous le souhaite. Et c'est bien d'être responsable. C'est tout ce que je vous... Être responsable, c'est être capable de répondre, hein, répondre de ses actes. Bah. Et le contraire de responsable, c'est irresponsable. C'est pas... Irresponsable, ils finissent dans les hôpitaux psychiatriques. Maintenant, il faut vous autoriser à rencontrer quelqu'un de bien. Et qui... C'est ennuyeux, c'est... Moi, c'est... Ah, dites la phrase. C'est pas que c'est ennuyeux, c'est en fait les gens formidables que j'ai rencontrés, c'est comme si en fait on ne s'autorise pas à avoir une vie avec quelqu'un de bien. C'est pour ça que je crois que qu'est-ce qui se passerait si vous rencontriez quelqu'un de bien? J'en ai rencontré beaucoup. Et alors? Un jour, non. C'est vous qui dites non? Ouais. Pourquoi ils vous font peur? Ouais. C'est quoi qui en Qu'est-ce qu'ils vont voir chez vous que vous ne voulez pas qu'ils voient? Je sais pas. Ah. Je réfléchis encore par rapport à ça. Madame. Non, je disais, cette dame a dit, c'est ennuyeux quand... c'est très intéressant, oui. Pourquoi vous rencontrez pas quelqu'un de bien, et elle a dit, à un moment, c'est ennuyeux, alors... Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu les deux choses. Il y a eu, moi, j'ai perçu deux informations. Il y a l'information, à mon avis, si je rencontre quelqu'un de bien, il va peut-être un jour s'apercevoir que je suis, et 3 petits points, c'est à vous de répondre à la question. Mais après, il y a effectivement beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, j'ai peur de m'ennuyer. Effectivement, avec lui, avec elle, je me sentais vivant. Ah oui, dans la souffrance, alors. Ah ouais. C'est intéressant, hein? Parce que être assis à côté de quelqu'un, sur un rocher, au bord de la mer, et il ne se passe rien, mais c'est juste magnifique. C'est magnifique. Hein? 5 minutes. Même s'il se passe rien, il se passe tellement de choses. Il y a juste vous et l'univers en clair, et la personne que vous aimez. Si on a besoin que l'autre nous dise « Ouais, mais de toute façon, t'es un gros nul », pour pouvoir partir et dire « Moi, je laisse pas passer ce genre de choses », ouais, vous existez dans le conflit. Donc, vous avez besoin du conflit. Alors, attention, parce que la personne qui emploie des mécanismes de défense pervers narcissique a besoin du conflit pour évacuer ses tensions, mais quelquefois, la victime a besoin du conflit aussi. Pour pouvoir, dans votre cas, envoyer promener le pervers. C'est-à-dire, c'est une lutte où vous gagnez tout le temps. Mais elle se répète sans cesse. Pour être heureux, à mon avis, il faut renoncer au malheur. Renoncer au malheur. Non. Ça tombe pas sous le sens. Non, ça tombe Je pas vous sous le promets, sens. nous Ça sommes fait très la attachés. palissade, mais c'est... Nous sommes très souvent attachés à nos souffrances, nous sommes très souvent attachés à nos fonctionnements. Il y a malgré tout chez la victime un bénéfice. Oui, si elle se sent vivre à travers la souffrance, c'est un bénéfice. Donc pour pouvoir en sortir, il faut renoncer au bénéfice.
Un truc intéressant, puisqu'on a parlé d'angoisse d'abandon tout à l'heure, pervers et victime ont en commun une angoisse d'abandon. Mon pervers, pour parler comme tout le monde, est rassurant, parce que lui au moins, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, il ne me quittera pas. Il va me menacer sans cesse de me quitter, donc on fait émerger l'angoisse d'abandon, qui de toute façon existait déjà avant lui. Mais il ne me quitte pas. Et vous m'avez dit tout à l'heure, et si je le quitte, peut-être qu'il va rester accroché à moi. Ça a quelque chose de rassurant aussi. Insupportable certainement, mais rassurant aussi. Il me rassure dans mon angoisse d'abandon. Et il y a des couples, ça je l'avais dans un autre livre qui s'appelle « Pourquoi m'as-tu abandonné ?», où je décris un couple où lui est sans cesse en train de lui dire « Non mais je vais te quitter », elle est sans cesse en train de pleurer en disant « Non, s'il te plaît, ne me quitte pas », mais il ne se sépare jamais. Mais lui, pas foncièrement pervers, bon, c'est deux angoissés. C'est deux bons névrosés. Et, et ça dure pendant 10 ans, je crois. Alors, la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique, c'est un enfant qui a environ 2 ans. Si vous voulez comprendre un pervers narcissique, regardez un enfant de 2 ans. L'enfant de 2 ans, si vous lui donnez ce qu'il veut, il vous aime au-delà de toute limite. L'enfant de 2 ans, si vous lui donnez pas ce qu'il veut, il va taper du pied, il va vous haïr au-delà de toute limite. Est-ce qu'on peut dire qu'un enfant de 2 ans sait ce que c'est que l'amour ? Quelque part, ouais, on peut dire non, on peut dire oui. On peut dire les deux. Mais c'est pas le bel amour tel que je le rêve, moi. Le bel amour, c'est à mon avis, je vous le souhaite, enfin, surtout je leur souhaite à eux, c'est en tout cas l'amour que moi je porte à mes enfants. C'est-à-dire que le jour où ils partent, même si ça me fait une petite tristesse à l'intérieur, je suis content pour eux. Ça, c'est le bel amour. Donc, idéalement, si vous aimez quelqu'un, ben, si à un moment donné, ce quelqu'un s'en va, vous quitte, vous allez dire, bah ouais, si c'est bien pour toi, fais-le. Ça, c'est le bel amour. Dès qu'on commence à avoir de l'attachement, c'est déjà un amour un peu différent. Alors vous me parlez de coup de foudre, c'est quoi le coup de foudre ? Ça existe ce truc ? Vous l'avez testé pour nous ? Ah, charmant. Non, on peut prendre conscience. On peut prendre conscience parce que quelqu'un nous dit ton fonctionnement n'est pas bon et réaliser que la personne a raison et à partir de là entamer un chemin pour en sortir, oui. Mais c'est pas pour faire plaisir, hein, parce que le sujet, il faut toujours que le sujet soit nous-mêmes. C'est-à-dire que quelqu'un va faire remarquer que j'ai un mécanisme qui est pas sain. Et je vais décider de changer, non pas pour lui faire plaisir à cette personne, mais parce que j'estime qu'elle a raison. Encore une fois. C'est le truc, vous savez, le nombre d'hommes ou de femmes qui disent à l'autre, oui, je vais changer. Vous savez, celui qui a été, ou celle qui a été infidèle, par exemple, qui dit, t'as raison, je le ferai plus. Et effectivement, c'est sincère. Et ça tient, pendant 1 an. 2 ans peut-être. Et puis, chasser le naturel et revient au galop. Si la personne, elle a vraiment ce clivage et ce besoin d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, elle y reviendra, sauf si elle a fait un travail sincère sur elle-même, oui. Oui, bien sûr qu'on peut changer. Mais on change quand on comprend des choses, ou quand on vit des crises. Et peut-être que le coup de foudre est une crise. Et à ce moment-là, ce ne sera pas pour faire plaisir, je crois pas. Je crois pas qu'on change pour faire plaisir. Lui, il avait un poste important, je ne sais pas s'il n'était pas banquier ou un truc comme ça. Enfin, beaucoup d'argent. Et la personne qu'il avait rencontrée était esthéticienne. Et elle devait être très jolie. Mais je pense qu'elle était un peu jalouse de son... Ah, il était médecin, je crois, ou un truc comme ça, ou avocat, enfin bref. Et elle était un petit peu jalouse, je pense, de son statut. Et lui, bêtement, pour la séduire, il lui offrait des week-ends dans des palaces. Mais en fait, c'était idiot, parce que plus il lui offrait des week-ends dans des palaces, plus il lui montrait qu'il était riche, en fait, et plus elle était jalouse. C'était contre-productif. Et à force, et un jour... Jalouse qu'est-ce ou mal à l'aise, c'est différent. Ah non, mal à l'aise, c'est autre chose. Oui, jalouse. Oui, jalouse, oui, jalouse, je suis sûr de ce que je dis. Et un jour, il lui offre un relais château, ils y vont, piscine, machin, foie gras, caviar, toute la suite. Et le soir, ils vont dans la chambre, elle commence à lui prendre la tête, elle lui dit plein de méchancetés. Et à un moment donné, il n'en peut plus, il éteint la lumière. En éteignant la lumière, il coupe la parole, en fait. Après, elle va parler dans le noir, dans le vide. Ça la rend folle, parce que s'il y a une chose que les personnes qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissique ne supportent pas, c'est qu'on leur coupe la parole. Alors, elle lui donne une claque, et lui excédé lui rend sa claque. Stop, arrêt sur image. Elle allume la lumière, elle prend le téléphone, elle appelle la police. Je suis une femme battue.
Et donc elle porte plainte, il est menacé, elle dit qu'elle est d'accord pour retirer sa plainte, mais à une condition, c'est que tu ailles consulter parce que ce qui s'est passé est vraiment inadmissible. Et lui, il arrive, il me voit, il me dit, écoutez, je suis un pervers. Hein? Après, j'ai eu aussi 5 comptables. Je suis désolé avec. Ce soir, j'en ai avec après les comptables. Une dame et son mari. Donc, elle est une commerçante qui réussit très bien sa vie. Lui, il est comptable dans une grande entreprise qui travaille très bien. Les deux gagnent très bien leur vie. Et... En fait, ils ne se connaissent pas. Le matin, elle se lève tôt, elle va à son travail, elle travaille jusqu'à tard le soir, lui il se lève, il va dans son entreprise, puis il revient. Quand il revient, il emmène du travail à la maison, il va dans son bureau. En fait, ils se croisent peut-être pour manger, pas plus. En fait, ils se connaissent pas. Ils se connaissent pas. Et ils passent comme ça, je sais pas, 40 ans ou 30, 35 ans, ensemble, jusqu'à la retraite. Et puis d'un coup, c'est fini. Et ils se retrouvent en tête-à-tête à la maison. elle avec une petite tendance hystérique, lui avec une petite tendance obsessionnelle. Et là, elle l'embête. Et ils sont pas très heureux. Et elle m'avait appelé en me disant, écoutez, je suis perverse narcissique, j'aimerais que vous me receviez, et j'aimerais venir avec mon mari qui me dit que je suis perverse. Et en fait, c'était des gens... Ils étaient adorables l'un comme l'autre. Moi, je les aimais tout de suite. Et au bout d'un moment, c'était quoi leur problème? C'était quoi leur névrose? C'est le temps qui passe. Hein. On est devenus vieux, on est des retraités. Le temps qui passe. Et donc, ils se sont retrouvés l'un en face de l'autre, désœuvrés, chacun avec... Et puis, ils sont découverts à ce moment-là. Et je crois qu'on avait passé un week-end ensemble. J'avais organisé un stage. Et je crois que ça leur a fait le plus grand bien. Ils m'avaient envoyé un petit mot après pour me remercier. J'ai dit, de vous deux, il n'y a pas un pervers, quoi. Les deux pouvaient être insupportables à leur façon. Comme moi, je peux l'être moi aussi à ma façon parfois. Mais il y avait là-dessous rien de bien méchant. Ils devaient se rencontrer, en fait. Il fallait qu'ils se rencontrent. Oui, si Rakami dit quand il est démasqué, le pervers s'en va. Donc si effectivement vous le regardez en lui disant ce que tu me dis là c'est pervers, ou donc vous ne le nourrissez pas, il va pas rester avec vous, c'est certain. Les personnes qui emploient massivement les mécanismes de défense pervers narcissique cherchent à vérifier qu'ils sont tout puissants. D'accord ? Si vous leur laissez juste une petite porte d'entrée, il est clair qu'ils se représenteront et qu'ils se représenteront encore. C'est très intéressant de quitter quelqu'un, de vous dire je ne t'aime plus, je veux plus entendre parler de toi, il s'en va, d'accord ? Puis au bout d'un moment, il se dit et si je retournais la voir, est-ce qu'elle accepterait de me reprendre ? Vous voyez, donc il vient vérifier qu'il est tout puissant. Mais si quand il revient vérifier qu'il est tout puissant, vous le regardez de haut en disant non, moi tu m'intéresses pas, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas de répétition. Mais si vous l'accueillez ou si vous semblez troublé, là il est content. Hein, et vous avez des couples comme ça où ils se séparent régulièrement, il s'en va puis il revient. Il s'en va puis il revient. Et c'est là où je disais tout à l'heure, je crois que vis-à-vis de l'angoisse d'abandon, la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques est aussi rassurant. Parce qu'on sait qu'il reviendra toujours. Il reviendra toujours. Ok ? Et je peux vous garantir qu'une victime qui est en crise, ça c'est quelque chose que j'évite de lui dire. Parce que la personne elle dit, vous croyez qu'un jour il reviendra ? Dans la tête, je me dis, ouais, évidemment. Mais je ne lui dis pas. Alors je lui dis, mais et s'il revenait, vous le reprendriez après tout ce qui s'est passé ? C'est pas très cohérent. Il faut effectivement ghoster. Il faut mettre fin à la relation. Oui, mais moi, même dans une relation normale, quand on rencontre quelqu'un, on a tendance à l'idéaliser, et l'autre nous idéalise. Moi, je m'amuse beaucoup avec mes patients parce que je suis taquin, en disant à mes patients, mais vous êtes décevants, quoi. Oui, c'est ça. Moi, il me Et je leur dis, bienvenue au club. C'est ça. Quand on médite, vous parliez méditation, à un moment donné, on laisse l'esprit s'apaiser, et on s'aperçoit que, on est nul. Pas nul, le mot est mal choisi, mais oui, il y a des moments, c'est vide. Mais quand on atteint ce vide, je sais pas, on n'a rien à perdre à ce moment, on n'en a plus rien à perdre. C'est difficile à expliquer. Hein. Plénitude, peut-être. Ouais, oui, c'est marrant le mot d'ailleurs. Plein, on est plein de vide.